Nous, on a été très sensibles aux rencontres avec les paysages, avec Oui, les civilisations. avec les pays. Parce qu'on a voyagé très Très tôt, jeune. mais très lentement, pas Et comme très loin. maintenant en prenant un avion, pouf, en 2 chevaux Citroën, et très lentement. Et donc, ce qui fait qu'on a appris beaucoup dès le départ, comme ça. Une curiosité pour les autres peuples, pour les autres civilisations, et en même Et de temps voir cette fragilité des conscience choses de qui cette étaient, fragilité. parce qu'on s'est aperçu, notre travail a vraiment démarré après un voyage au Japon, où on a atterri en volant très haut au-dessus du Vietnam, parce que c'était pendant la guerre du Vietnam, et on a atterri au Cambodge. Bon, voilà, on a passé qui était un îlot de paix, c'était un rêve, ce pays. 3 semaines au Cambodge, où on a commencé à travailler un peu sur les temples d'Angkor, etc. Et en Europe, on ne parlait pas du tout, on parlait de la guerre du Vietnam, mais de ce qui se passait au Cambodge, c'était un paradis, mais c'est tout, on savait pas plus. Personne ne s'intéressait au Cambodge, enfin pas dans le public. Une semaine après, on s'est arrêté à New Delhi, et à New Delhi, on ouvre un journal, et le Cambodge était tombé en guerre. Mais vraiment comme ça. Et tout d'un coup, on s'est aperçu de cette... Que les choses pouvaient se transformer du jour au lendemain. Voilà. Et beaucoup de choses sont remontées de notre jeunesse, puisqu'on est né pendant la guerre. Donc il y a eu des choses qui sont arrivées comme ça, clic-clac, et des choses qui peuvent vous arriver comme ça. Et on est très sensible à cette fragilité, même personnelle, des êtres et des choses. D'abord, on avait déjà une formation d'architecture par notre école, mais bon, c'était pas, moi, ça m'intéressait pas du tout l'architecture. Moi, personnellement, j'ai commencé à m'intéresser à l'architecture à travers les sites archéologiques. Oui, tous les deux. Oui, on faisait ça ensemble. Et parce que dans une ville, les choses sont fermées. Je veux dire, bon, on peut voir l'architecture, mais dans une ruine, on la comprend parce que c'est comme une espèce de radiographie de l'architecture, parce qu'il y a des murs qui sont écroulés, on voit donc à travers les murs, on voit comment les choses sont construites et pourquoi elles se détruisent. Et c'est une grande leçon d'architecture, la ruine. Et puis l'archéologie, c'est venu depuis très longtemps, parce que moi, de mon côté, je suis né pendant la guerre et j'ai perdu mon père pendant la guerre, et après, la ville était avec beaucoup de ruines, et on allait chercher les choses dans les ruines, etc. Donc tout ça, bon, ça fait partie c'est une chose naturelle. Et puis il y a ce concept aussi qui nous est apparu, c'est que le passé, on fouille, on gratte, et c'est l'archéologie. Et l'architecture, on construit et on imagine, et c'est plus près du futur. Voilà, donc notre travail jouait quand même pas mal comme ça. Et puis l'archéologie, c'est une métaphore pour la mémoire. Tout le monde sait que Sigmund Freud l'a utilisé, la fouille, c'est l'introspection, la fouille, la mémoire, les choses oubliées, enfouies, qu'on met au jour. Et on a toujours été intéressé par le phénomène de la mémoire et par les phénomènes psychiques qui s'agitent en nous et qui font notre identité, en fait. Alors l'exposition de Saint-Étienne, on a mélangé beaucoup de choses. On a mélangé les époques de notre travail, justement. Et les moyens de travail, parce qu'on a un travail très diversifié. Voilà. Techniquement, on n'a pas de technique précise, ça nous est totalement égal. Et donc, on utilise les matériaux qui correspondent à ce qu'on veut dire. Les choses se chevauchent, et c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est de faire se rencontrer des œuvres qu'on n'aurait pas pu montrer ailleurs, parce qu'ici, les volumes, la lumière, les volumes, la hauteur des murs nous ont permis d'utiliser les espaces et d'utiliser certains travaux qu'on n'avait pas montrés depuis très longtemps. Il y a trois pièces qui sont d'époques différentes.
Il y a Exotica, dont le nom est assez ironique parce que quand on pense à l'exotisme, on pense à de ciel bleu, mer transparente et palmiers. Et ça, c'est l'inverse. Exotica, c'est une ruine du futur. On croyait à l'époque une ruine du futur, mais en fait, c'est une ruine du présent. C'est une ville, c'est une caricature de nos villes, étouffées par la pollution, où les plans d'urbanisme disparaissent, où tout est chaotique. Et voilà. Et puis, si on regarde bien dans la maquette, on s'aperçoit que cette ville est en train d'être entre les mains de guérillas, de guerres civiles, et malheureusement, tout ça était un peu prémonitoire parce que, bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans certains pays du monde? C'est pas très loin de ce spectacle. Et l'autre pièce qui est sous une bulle, on imagine qu'il y a eu une catastrophe dont on ne donne pas l'origine, mais toujours est-il que cette construction de fortune appartient à la collection du musée de l'histoire du IIIe millénaire et a été, en fait, elle date de 2235 après Jésus-Christ. Et après cette catastrophe, un personnage qui a résisté, comme quelques autres à la catastrophe, s'est construit cette habitation de fortune et a recueilli et collectionné autour de lui tout ce qu'il pouvait trouver. C'est ce qui explique toute cette profusion de petits objets, d'images. Nous ne savons pas si c'était un anthropologue ou un collectionneur. Bon. Enfin, 2235, il y a une autre construction dans cette salle qui est un peu sur le même esprit, mais là... Le néon au mur donne le fil conducteur. Oui, il y a une phrase qui donne... d'Hermann Broch, voilà. un monde qui se fait sauter lui-même ne permet pas qu'on lui fasse le portrait. Et c'est une phrase qui nous suit depuis un moment. Notre monde suicidaire, en fait. Depuis longtemps, et qu'on aime replacer quelquefois comme ça. Ça fait partie de cette pièce. On retrouve un peu ça, mais dans un sens beaucoup plus poétique, et dans la dernière salle où il y a Domus Aurea, qui est alors très ancienne, qui date de 1976, où nous étions dans la métaphore du cerveau, de l'oubli. Donc c'est une pièce qui veut mélanger des architectures de notre mémoire, du passé, mais qui sont en train de très lentement disparaître dans cette eau sombre. Et c'est peut-être aussi une métaphore, je ne sais pas moi, de l'enfer ou de l'inconscient. Et parce qu'il y a aussi cette dimension qui nous intéresse beaucoup dans notre travail, c'est la dimension de la psychologie. Et plusieurs pièces y font référence. La mémoire, c'est-à-dire la mémoire, mais dans son sens non plus historique, mais psychanalytique et psychologique. Alors il y a cette grande toile bleue qui représente des constellations qui se tournent les autres autour des autres, mais si on prend la peine de lire les textes, on s'aperçoit que ces constellations, en fait, forment toute une galaxie, qui est la galaxie de la mémoire. Et il y a aussi une pièce où on rentre, à l'intérieur de laquelle on rentre, qui s'appelle le labyrinthe de la mémoire. Et là aussi, si on lit les textes qui sont écrits et à l'extérieur et à l'intérieur, on se rend compte et qui se croisent à l'infini à l'intérieur, on se rend compte que la mémoire est un labyrinthe infini de chambres qui se croisent et qui se recroisent. Dans la salle où il y a le labyrinthe de la mémoire, il y a aussi des pièces très récentes, comme Daedalopolis, qui est une sorte de, je dirais pas de radeau de la Méduse, mais qui est une aile volante. C'est une maquette d'un vaisseau spatial
prêt à s'envoler pour d'autres mondes. Prêt à s'envoler pour une planète il y a certainement d'autres planètes habitées. Et donc voilà, et ce sont des échantillons de nos cultures qu'on envoie. Voilà. En fait, mais c'est la maquette parce que en fait, c'est un vaisseau spatial habitable. Et donc dans lequel il y aurait un musée, etc. etc. Bon, en tout cas, ça a une dimension un peu humoristique aussi. Celle-là, elle a une dimension. Quand on regarde à travers les œilletons, il y a un peu d'humour dedans. C'est pas totalement désespéré. Il y a toujours de l'humour dans notre travail. Oui, ça se voit pas, mais en fait, quand on travaille, on s'amuse. On s'amuse énormément. Donc, ce sont des grands jeux. Et chaque pièce, finalement, est un jeu.